Imaginez vous réveiller demain matin et constater que le prix du pétrole a chuté de 20 $ le baril pendant la nuit. Pas à cause d'un crash boursier, pas à cause d'une récession, mais parce que deux pays qui étaient au bord d'une guerre à grande échelle ont simplement décidé de se parler à la place. C'est exactement le point où nous en sommes. Ce qui se jouera dans les prochaines 72 heures pourrait déterminer si le prix de l'essence baisse, si les marchés mondiaux se stabilisent, ou si nous replongeons dans l'une des escalades les plus dangereuses que le Moyen-Orient ait connues depuis des décennies. Parce que, dans l'univers Trump, même la simple possibilité d'une diplomatie arrive comme la bande-annonce d'une finale de saison. Ce qui se passe en ce moment est une histoire que toutes les grandes salles de presse couvrent en surface, mais que presque personne n'explique correctement. Il y a à peine quelques heures, le président Donald Trump s'est présenté devant les journalistes et a laissé entendre que le conflit avec l'Iran pourrait se terminer très bientôt. Il a indiqué qu'un deuxième cycle de négociations directes pourrait avoir lieu dès cette fin de semaine. Et dans le même souffle, il a annoncé qu'Israël et le Liban s'étaient entendus sur un cessez-le-feu de 10 jours, un accord qui pourrait calmer l'un des points chauds les plus instables de la région. Le scénario est toujours le même, annoncer la paix comme si elle était déjà emballée, expédiée et prête pour les applaudissements. Au même moment, le détroit d'Ormuz, cette étroite voie maritime par laquelle transite environ 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole, a rouvert au trafic commercial. Mais il y a un piège. Le blocus naval américain contre les ports iraniens demeure fermement en place. Pas d'accord final, pas d'allègement. Cette tension entre le détroit rouvert et les ports verrouillés nous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'état réel de ces négociations. C'est la méthode Trump classique, annoncer le mariage avant même que quiconque ait accepté l'union. Ce n'est pas une histoire simple. Il n'est pas seulement question de l'Iran, il n'est pas seulement question de pétrole. Et il ne s'agit certainement pas seulement d'un tweet ou d'une conférence de presse. Il est question d'une confrontation qui dure depuis des décennies et qui a atteint un point d'inflexion véritablement critique. Et les décisions prises au cours des prochains jours résonneront bien au-delà du Moyen-Orient. Pour comprendre le présent, il faut revenir sur le passé récent. Au cours des dernières semaines, les États-Unis, en coordination avec Israël, ont lancé une série de frappes aériennes ciblées contre des infrastructures iraniennes, y compris des sites directement liés au programme nucléaire iranien. Ce n'étaient pas des tirs d'avertissement, c'étaient des frappes stratégiques délibérées, conçues pour affaiblir les capacités de l'Iran et signaler que l'administration Trump était prête à appuyer ses ultimatums par une véritable force militaire. Et quand la force devient l'argument d'ouverture, la conférence de presse arrive souvent déguisée en déclaration finale. La réponse de l'Iran a été rapide et importante. Le pays a entrepris de fermer et de miner certaines portions du détroit d'Ormuz, ce goulet d'étranglement situé à l'entrée du golfe Persique, par lequel transite chaque jour une part immense du pétrole mondial. Dès que ces mines ont été posées, les marchés de l'énergie partout dans le monde l'ont ressenti. L'administration Trump a répondu par un blocus naval contre les ports iraniens. Il s'agissait d'une manœuvre soigneusement calculée. Elle exerçait une pression économique énorme en coupant la capacité de l'Iran à exporter son pétrole, qui constitue essentiellement la sève vitale de l'économie iranienne, sans exiger le genre d'engagement massif de troupes au sol dont les Américains sont épuisés après des décennies de guerre au Moyen-Orient. Reuters, Bloomberg et le Financial Times confirment tous la même chose. Ce blocus a durement frappé l'Iran. Les exportations pétrolières, déjà limitées par des années de sanctions antérieures, ont encore reculé, comprimant davantage l'accès de l'Iran aux devises fortes dont il a besoin pour fonctionner. La pression était réelle et elle produisait ses effets. Environ 2 semaines après le début de cette impasse, les deux camps ont accepté un cessez-le-feu temporaire. Cette pause a créé une ouverture et les négociateurs se sont presque immédiatement empressés d'en profiter. Le premier cycle de pourparlers directs, en face à face, a eu lieu à Islamabad, au Pakistan, avec une médiation partielle de responsables pakistanais qui ont discrètement cultivé des relations à la fois avec Washington et Téhéran. Du côté américain, c'est le vice-président J.D. Vance qui dirigeait la délégation. Les discussions ont été éprouvantes. Elles ont duré plus de 20 et 1 heure consécutive, une séance marathon qui montre bien à quel point les dossiers sur la table sont nombreux et complexes. À la fin, il n'y avait toutefois aucun accord global. Les deux parties sont reparties sans entente signée. 21 heures à table, et pourtant la certitude la plus bruyante venait encore des micros installés à l'extérieur de la salle. Mais ce qui compte, c'est que même sans accord, les pourparlers ne se sont pas effondrés. Personne n'a claqué la porte. Personne n'a lancé d'ultimatum ni de menaces dans l'immédiat après coup. Au contraire, le président Trump a commencé à projeter autre chose. Sur la place publique, il a présenté l'Iran comme voulant conclure un accord très fortement.
Il a soutenu que les États-Unis avaient battu l'Iran sur le plan militaire. Il a parlé d'un deuxième cycle de discussions pouvant avoir lieu dès cette fin de semaine. Il a même évoqué l'idée de se rendre lui-même au Pakistan pour être présent au moment de la signature d'un accord. Parce qu'aucune ouverture diplomatique encore fragile n'est complète tant qu'elle n'a pas été transformée en tournée personnelle de victoire. Ce genre d'optimisme public de la part de Trump constitue en soi un signal stratégique. Il est destiné à créer de l'élan, à fixer les attentes et à mettre de la pression sur l'Iran pour qu'il suive l'énergie du moment, faute de quoi il risquerait d'apparaître comme le camp qui s'est éloigné de la paix. Puis est venue l'annonce concernant Israël et le Liban. Un cessez-le-feu de 10 jours commençant à 17h, heure de l'Est, accepté par les deux parties après des conversations directes entre le président Trump, le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Trump a également indiqué qu'il prévoyait inviter les deux dirigeants à la Maison-Blanche pour des discussions de suivi. Rien ne dit mieux désescalade régionale délicate que de transformer la prochaine rencontre en occasion photo à la Maison-Blanche avant même que l'encre ait eu le temps de se déposer. Ce timing n'a rien d'un hasard. La situation entre Israël et le Liban, ainsi que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont profondément liées, parce que l'Iran utilise depuis longtemps le Hezbollah, le groupe militant libanais, comme force régionale par procuration. Chaque fois que la diplomatie au Moyen-Orient a tenté d'avancer, la relation du Hezbollah avec Téhéran a été l'un des nœuds les plus difficiles à défaire. En obtenant ne serait-ce qu'un court cessez-le-feu sur ce front, l'administration Trump a temporairement réduit une complication majeure et créé un climat plus respirable pour les discussions nucléaires avec l'Iran. Presque en même temps que l'annonce concernant Israël et le Liban, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré le détroit d'Ormuz complètement ouvert au trafic commercial pour toute la durée du cessez-le-feu. C'est un geste important. Cela rétablit le flux de pétrole vers les marchés mondiaux. Cela apaise la crise immédiate et cela indique que l'Iran est disposé à utiliser la période de cessez-le-feu de manière constructive plutôt que de continuer à exercer une pression économique par l'intermédiaire de cette voie maritime. La réponse de Trump a été immédiate et claire. Sur Truth Social, il a fait savoir que le blocus naval américain contre les navires et les ports iraniens resterait pleinement en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord final. Il a ajouté que le processus devrait aller très vite parce que, selon ses propres mots, la plupart des points étaient déjà négociés. Dans le style diplomatique préféré de Trump, presque tout est négocié signifie souvent que les caméras sont arrivées avant la partie difficile. Ce qui pousse réellement Trump à vouloir un accord maintenant et pourquoi ce moment est chargé d'une telle urgence devient plus clair lorsqu'on décompose la situation niveau par niveau. Le premier facteur et le plus immédiat est l'effet de levier. L'administration Trump estime qu'elle détient actuellement la position la plus forte qu'elle ait eue depuis des décennies face à l'Iran. La combinaison des frappes aériennes et du blocus a affaibli l'Iran à la fois sur le plan militaire et économique. La fenêtre dans laquelle l'Iran est le plus susceptible de faire de véritables concessions, c'est maintenant alors que la pression est récente et que la douleur est immédiate. Si l'on attend trop longtemps, l'Iran trouvera des moyens de s'adapter. Si l'on attend trop longtemps, la volonté politique au pays ou chez les alliés commencera à se déplacer. Il faut frapper pendant que le fer est chaud. C'est le calcul qui se fait présentement à Washington. Le deuxième facteur, c'est ce qu'un accord pourrait réellement apporter. Trump s'est retiré de l'accord nucléaire de 2015, le plan d'action global commun ou JCPOA, pendant son premier mandat. Son argument a toujours été le même, c'était un mauvais accord, il donnait trop d'allègements à l'Iran en échange de trop peu de contraintes et il laissait de côté des questions cruciales, comme le programme iranien de missiles balistiques et son soutien à des forces régionales par procuration. L'administration voit maintenant une occasion d'obtenir quelque chose de beaucoup plus complet. Selon plusieurs sources, dont un récent reportage de Reuters, l'Iran s'est déjà engagé à ne pas poursuivre la mise au point d'armes nucléaires pendant des décennies et discute activement de la remise de l'uranium enrichi ayant survécu aux frappes précédentes. Ce sont des concessions que l'Iran n'était pas prêt à mettre sur la table il y a à peine 2 mois. Ce déplacement correspond exactement à ce que la stratégie de pression maximale visait à produire et elle semble effectivement fonctionner. Les alliés de Trump appelleront ça la preuve du génie, comme si l'histoire n'était qu'un communiqué de presse avec un meilleur éclairage. Le troisième facteur, ce sont les enjeux économiques mondiaux. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement important sur le plan stratégique. Il est vital pour l'économie mondiale d'une manière très directe et immédiate. 20% du pétrole mondial passe par ce détroit. Lorsqu'il a été perturbé, les effets se sont propagés presque instantanément. Les prix de l'énergie ont bondi, les coûts du transport maritime ont augmenté.
L'incertitude dans les chaînes d'approvisionnement s'est réinstallée dans des secteurs qui s'étaient à peine remis des chocs précédents. Chaque jour où la situation demeurait irrésolue ajoutait de la volatilité aux marchés mondiaux et des coûts supplémentaires pour les gens ordinaires. Des analystes de Bloomberg ont souligné que la stabilisation rapide de ce flux profiterait non seulement aux consommateurs américains et aux alliés des États-Unis, mais aussi aux producteurs américains d'énergie, qui fonctionnent plus efficacement dans un environnement de prix stable et prévisible. Un accord qui rouvrirait durablement le détroit et lèverait l'ombre du conflit militaire sur les marchés mondiaux de l'énergie aurait des effets économiques immédiats, bien au-delà du Golfe Persique. Le quatrième facteur est politique. Un accord réussi avec l'Iran constituerait l'une des réalisations les plus importantes de la présidence de Trump en politique étrangère, et il le sait. La manière dont il cadre déjà la situation en public en affirmant que les États-Unis ont gagné militairement, que l'Iran vient à la table selon les conditions américaines, et que cet accord ira plus loin que tout ce qui a été négocié auparavant, vise à présenter toute entente qui émergera comme une victoire historique. Cela viendrait valider l'approche de pression maximale qu'il a défendue et démontrer qu'une diplomatie appuyée par une véritable force peut produire des résultats que des années d'engagement prudent n'ont pas réussi à obtenir. La politique peut être complexe, mais l'image de marque, elle, reste merveilleusement simple. Proclamer la victoire tôt, la répéter souvent et espérer que la réalité finisse par suivre. Il faut aussi prendre un peu de recul et replacer cela dans son contexte historique parce que ce type de dynamique n'a rien d'inédit. Le schéma selon lequel la pression militaire crée les conditions d'une diplomatie significative est apparu à plusieurs reprises dans l'histoire moderne. Après la guerre du Kippour de 1973, le choc d'une quasi-défaite sur plusieurs fronts a contribué à pousser les États arabes et Israël vers des cadres de négociation qu'ils avaient jusque-là rejetés sans appel. Après la guerre du Golfe de 1991, la démonstration décisive de la puissance militaire américaine a suffisamment remodelé le paysage politique pour rendre possible la conférence de paix de Madrid. La logique est inconfortable, mais constante. Parfois, la seule manière d'amener des parties à s'asseoir et à négocier sérieusement consiste à rendre le coût de l'absence d'accord trop élevé pour être ignoré. L'Iran semble avoir atteint ce point. La question est de savoir si l'écart entre ce que Washington exige et ce que Téhéran est réellement prêt à signer peut être comblé dans l'étroite fenêtre qu'offre le cessez-le-feu. Il existe de véritables complications qu'on ne peut pas balayer du revers de la main et c'est là que beaucoup de couvertures superficielles échouent. La première est la vérification. Tout accord qui impliquerait que l'Iran limite ou élimine son programme nucléaire ne vaut que par les mécanismes mis en place pour vérifier le respect des engagements. L'accord de 2015 prévoyait un régime d'inspection et il a tout de même été âprement contesté. Un nouvel accord devra être plus robuste, plus intrusif et plus contraignant. Concevoir un tel système est extrêmement complexe, tant sur le plan technique que politique. L'Iran a constamment résisté à tout ce qu'il perçoit comme une atteinte à sa souveraineté. La deuxième complication concerne le tableau régional plus large. Même si la question nucléaire et celle du détroit étaient réglées, le réseau de relations par procuration de l'Iran dans la région demeurerait, le Hezbollah au Liban, les forces Houthis au Yémen et des groupes actifs en Irak et en Syrie. Ces relations font partie de la manière dont l'Iran projette sa puissance et défend ses intérêts. Téhéran n'acceptera pas simplement de démanteler ces réseaux dans le cadre d'un accord nucléaire, à moins d'obtenir quelque chose d'important en retour. Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban traite temporairement une pièce du casse-tête, mais il ne règle pas la dynamique de fond. La troisième complication est la politique intérieure des deux côtés. Trump agit à l'intérieur d'une fenêtre particulière de capital politique. Tout accord qu'il signera sera soumis à un examen intense, tant de la part des faucons qui jugent que l'Iran est impossible à croire que de la part des critiques qui remettront en question chaque concession accordée. En Iran, le paysage politique est tout aussi tendu. Le gouvernement doit gérer une population qui a enduré des années de difficultés économiques sous les sanctions et qui aura de fortes attentes quant à ce que tout accord pourra apporter en matière d'allègement. Des responsables iraniens ont déjà commencé à présenter publiquement les négociations d'une manière qui leur permette de faire passer tout accord pour une issue digne plutôt que pour une capitulation, ce qui montre que la gestion de l'opinion intérieure occupe bel et bien leur pensée. Et du côté de Trump, la gestion du public est rarement une question secondaire, c'est habituellement la moitié de l'opération. Même avec tout cela, l'élan actuel est réel. L'affirmation de Trump selon laquelle la plupart des points sont déjà négociés est significative.
Elle laisse entendre que le premier cycle de pourparlers à Islamabad a couvert beaucoup plus de terrain que ne le laissait croire le titre inconclusif. Les écarts qui demeurent peuvent être grands sur le plan symbolique, mais peu être franchissables sur le plan pratique. Le rôle continue du Pakistan comme médiateur actif, alors que son chef de l'armée s'est récemment rendu à Téhéran pour maintenir le processus en vie, ajoute une autre couche d'engagement opérationnel à l'ensemble. Lorsque plusieurs parties ayant de véritables intérêts sont investies dans le maintien d'une négociation, les chances qu'elle s'effondre complètement diminuent de façon significative. Pour toute personne qui observe cela de loin, qu'il s'agisse d'un investisseur qui suit les marchés pétroliers, d'un petit entrepreneur qui surveille les coûts du carburant, ou simplement de quelqu'un qui essaie de comprendre ce que ce conflit signifie pour le monde dans lequel vit sa famille, plusieurs éléments compteront dans les prochains jours. Il sera important de voir si le deuxième cycle de pourparlers a réellement lieu cette fin de semaine. Si oui, cela confirmera que les deux parties prennent au sérieux la possibilité de parvenir à un accord avant l'expiration du cessez-le-feu. Il sera aussi important de voir si Trump donne suite à son idée de se rendre lui-même au Pakistan. La présence d'un président à une négociation signale qu'un accord est imminent et non hypothétique. Autrement dit, si l'avion est réservé, la mise en scène est passée à son forfait premium. Il importera aussi de surveiller ce que dira publiquement le ministre iranien des Affaires étrangères dans les prochaines 48 heures. Le ton et le contenu des déclarations publiques iraniennes révéleront beaucoup sur l'endroit où se pose le débat interne à Téhéran. Les prix du pétrole compteront eux aussi. Les marchés regardent vers l'avenir et l'évolution des contrats à terme sur le pétrole reflètera en temps réel l'évaluation de la probabilité que cet accord prenne forme ou s'effondre. Le tableau d'ensemble mérite aussi qu'on s'y attarde un instant. Le Moyen-Orient a été le théâtre de tant de conflits, de tant d'erreurs de calcul et de tant de coûts humains au cours des dernières décennies qu'il est presque devenu normal d'entendre parler de crises qui émergent et s'y aggravent. Pourtant, ce qui se passe en ce moment est véritablement différent par son ampleur potentielle. Un accord qui sécuriserait le programme nucléaire iranien, stabiliserait le détroit d'Ormuz et créerait un cadre pour réduire les conflits par procuration dans la région, représenterait un changement structurel dans l'architecture de sécurité de l'une des régions les plus importantes du monde. Cela ne réglerait pas tout. Cela n'effacerait pas des décennies de méfiance du jour au lendemain. Mais cela modifierait la ligne de base. Et cela compte énormément pour les millions de personnes de la région et les milliards de gens ailleurs dans le monde qui dépendent de la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie. Trump soutient depuis longtemps que les meilleurs accords se concluent lorsque l'autre camp sait que vous êtes sérieux. Ce qui se déroule maintenant, c'est cette philosophie mise à l'épreuve la plus conséquente qui soit. L'effet de levier est réel, la pression est réelle, les concessions discutées sont plus importantes que tout ce qu'on a vu depuis des années, et la fenêtre pour transformer tout cela en accord durable est étroite et se referme. La question, comme toujours avec la diplomatie à la Trump, est de savoir si ce sérieux produira un accord durable ou simplement un autre gros titre surdimensionné. La possibilité que les prochains jours débouchent sur une percée historique ou sur une rupture dangereuse dépendra de décisions prises dans des pièces que le public ne voit pas, par des gens qui opèrent sous une pression énorme et qui tentent de refermer des écarts ouverts depuis très longtemps. L'essentiel est de rester informé, de garder les idées claires et de ne pas laisser le bruit couvrir ce qui compte vraiment.